Bienvenue dans Comme toujours, l'actualité de la semaine revue au travers du prisme de la com, la communication. Au sommaire ce soir, François Hollande qui tente de se mettre dans les pas d'un autre François Mitterrand, l'un de ses modèles évidemment. Hillary Clinton a-t-elle vraiment gagné le premier débat de la primaire américaine ? Pas si évident, vous verrez si on se place du côté des États-Unis. La victoire de Hillary n'a rien d'évident. Et puis Elon Musk, le nouveau milliardaire mégalo, il se lance, figurez-vous, dans la conquête de Mars. Avec nous ce soir, la conseillère en stratégie d'opinion, enseignante à Paris 13, Anne-Claire Ruel. Également Jean-Luc Manot, qui est fondateur de Only Conseil, auteur de Brèves de politique, les meilleures phrases. Aujourd'hui, on dirait les punchlines en com d'ailleurs. Ça sort le 6 octobre. Et puis Nicolas Boudot, associé du cabinet Tilder. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Merci d'être là. On va donc commencer avec la com de François Hollande. Alors, on est à 7 mois du premier tour. Et un site vient de se lancer à sa gloire, un site axé autour des jeunes. Regardez le logo du mouvement. Ça nous a rappelé un autre logo, voilà, ça c'est le logo de notre idée de la France pour François Hollande. Ça nous a rappelé un autre logo lancé lui aussi 7 mois avant le premier tour d'une présidentielle. C'était en 1987 et c'était pour François Mitterrand. Il y a vraiment un air de ressemblance entre les deux. Alors sur le site maintenant pour François Hollande, il y a une vidéo. On va regarder un extrait. Vous allez voir qu'en termes de production, il y a un peu de boulot, mais voilà ce que ça donne. C'est sur le bilan et sur les actes qu'on jugera l'action de François Hollande. C'est celui qui en 2012 a dit que les jeunes vivraient mieux en 2017 et qui voulait qu'on le juge là-dessus. Eh bien aujourd'hui, nous pouvons le juger sur cette promesse. Les jeunes vivent mieux en 2017 qu'en 2012. Le président de la République, François Hollande, a été élu en 2012 dans un contexte extrêmement difficile. Il a eu à gérer d'une part les conséquences de la crise économique de 2008 et d'autre part, il faut bien le dire, les conséquences de la gestion désastreuse de la droite de 2007 à 2012. Il a su unir la France dans les moments difficiles qu'elle a connus ces 2 dernières années. Il a su nous unir alors que la droite et l'extrême droite cherchent à nous diviser. Et voilà donc pour cette vidéo. Ça nous a rappelé encore une fois 1987. Alors à l'époque, évidemment, il n'y avait pas de vidéo sur Internet, mais il y avait la musique. Écoutez. On sait qu'on peut vivre autrement. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, on veut que ça change maintenant. Mitterrand président. Et oui, c'était super moderne à l'époque. Anne-Claire Ruel, on va revenir sur les logos d'abord. On peut se dire que c'est une coïncidence, mais enfin, ça paraît dur à croire quand même. Oui, ça paraît quand même assez dur à croire. Évidemment qu'il y a un clin d'œil à Génération Mitterrand. Ouais. Je crois que... Alors déjà, en histoire de com, le site est sorti un jour après les chiffres du chômage. Ouais. Parce que ça faisait un peu mauvais essai de sortir en même temps. Il était prévu le même jour, mais il y aurait eu un problème technique. Voilà. Pas de chance. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'évidemment, la référence était dans les 2 cas, un président qui n'est pas encore déclaré candidat. Ouais. C'est ça qui se joue en fait. On essaie de créer une forme de désir. On voit l'aspect brut parce que ça se veut participatif. C'est un peu la nouveauté aussi pour ce site. On va voir ce que ça donne. L'accent, Jean-Luc Manot, sur les jeunes, ça aussi c'est un point commun. Est-ce que d'après vous, François Hollande cherche à faire émerger une génération Hollande ? Oui, il y a toujours le rêve, surtout... à gauche, au Parti socialiste, de s'appuyer sur la société civile, sur le mouvement associatif, sur des gens qui ont contribué. D'ailleurs, c'est pas totalement par hasard qu'à la manœuvre aujourd'hui, on retrouve l'un des socialistes les plus créatifs, d'ailleurs, qui est Julien Drey, qui était déjà dans Génération Mitterrand, qui a déjà inventé ce système pour Mitterrand. Le problème, c'est que là, c'est très mal fait quand même. Je ne sais pas si on parle de ça, mais c'est très mal fait. Oui, bien sûr. Vous avez des jeunes là qui parlent comme des vieux, vous avez des types, vous avez des jeunes qui... Non, mais on a l'impression que c'est Nadine Morano qui est déguisée, quoi, et qui vient parler politique. Ils parlent comme Nadine Morano, ils disent des trucs carrés, c'est comme ça. Il n'y a personne qui pense ça, qui pense... Que les jeunes vivent mieux aujourd'hui. On a le droit de penser que les jeunes ne vivent pas plus mal, on a le droit de penser que des succès ont été remportés, on peut dire qu'il y a des trucs qui vont mieux. D'ailleurs, un jeune dans la rue, il dit il y a des trucs qui vont mieux. Il n'y a pas quelqu'un, un jeune, vous avez déjà vu un jeune dans un bistrot, un truc qui dit nous les jeunes, nous considérons aujourd'hui qu'avec François Hollande, nous vivons mieux qu'hier. Enfin, c'est absurde, c'est tellement pas générationnel. Nicolas Boudot, à l'époque, en 1987, c'est vrai, Anne-Claire Ruel l'a dit, François Mitterrand s'était déclaré au tout dernier moment, il s'était érigé en président
rempart avec une parole qui était très rare à l'époque, il parlait très peu, ça serait plus possible aujourd'hui. Il pouvait le faire à l'époque, c'était Jacques Chirac, donc l'opposition qui était à Matignon, un gouvernement de droite qui menait à l'époque une politique vraiment de droite, hyper clivante, et Mitterrand, en père de la nation, avec l'âge qu'il avait et puis son passé et puis la posture de communication que Jacques Pilan lui avait fait prendre, il pouvait attendre le dernier moment et s'ériger en rempart, en père de la nation, parce que franchement l'opinion publique et les Français aiment bien sous la Ve République cette idée de père de la nation. Il y a eu De Gaulle, il y a eu Pompidou un peu plus moderne, il y a eu une première rupture avec Giscard qui n'a pas tellement fonctionné, puis Mitterrand, puis Chirac, il y a eu 2 autres ruptures avec Sarkozy, puis avec Hollande, élu presque malgré lui. L'idée d'un père de la nation, elle peut être possible l'année prochaine. Ce n'est pas nécessairement François Hollande qui peut l'incarner d'ailleurs. À mon sens, c'est plutôt Alain Juppé. Bref, il est difficile, pour revenir à votre question, de faire un parallèle vraiment strict entre 1987 et 2016. Est-ce que c'est possible, Anne-Claire Ruel, de raréfier la parole aujourd'hui, garder de la hauteur tout en occupant le terrain médiatique? Alors en tout cas, ce n'est pas du tout la stratégie de François Hollande, on l'a vu, comme de Nicolas Sarkozy d'ailleurs. Ils ont une stratégie vraiment de fréquence de communication à l'aune des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, c'est assez drôle aussi pour reprendre ce site Notre idée de la France. Il a tout de suite été parodié par les équipes d'Alain Juppé, avec votre idée de la France. Donc on voit qu'en termes de stratégie, et notamment digitale, il va falloir un peu revoir la donne. Ouais. Mais ça fait partie aussi de l'idée d'immédiateté, de la réactivité et d'une campagne où on prend la parole assez fréquemment. Et on sature l'espace médiatique. Et on allonge les séquences de communication en martelant le message, en le répétant. Et cette parodie dont vous nous parlez, Médine Juppé, on la verra tout à l'heure, figurez-vous, avec Justine Corbillon, juste après, comme toujours, comme politique également, mais aux États-Unis maintenant, le débat Clinton-Trump, qui a été un monument de quoi. Avec le triomphe de ce qu'on appelle la punchline, vous savez, la petite formule qui claque, elle a été écrite en général à l'avance et il faut éviter que ça se voit trop. Les Américains, ils savent faire parfaitement ça, ils savent intégrer ces phrases comme si ça coulait de source. On en a débusqué quelques-unes dont on a du mal à croire qu'elles étaient complètement improvisées. Écoutez. Elle aura publié les 33 000 emails qu'elle a frauduleusement effacés. Dès qu'il se rendra dans 120 pays pour négocier des accords de paix, des cessez-le-feu, la libération de dissidents, la création de nouvelles occasions, ou s'il passait même quelques heures à témoigner devant un comité du Congrès, à ce moment-là, il pourra me parler d'énergie et d'endurance. Alors Jean-Luc Manot, évidemment, vous n'y étiez pas, mais vous avez l'habitude de la préparation des candidats à ce genre de moment particulier. Ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des auteurs qui écrivent des formules? Ce n'est pas forcément des auteurs, ça dépend des cultures là-dessus. Aux États-Unis, il y a des auteurs. Oui. Sur ce débat-là, il y a beaucoup de papiers aux États-Unis qui disent que Hillary Clinton a eu la meilleure préparation qu'aucun candidat n'ait jamais eu aux États-Unis sur un débat. Et c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre. Elle est absolument exceptionnelle parce que le dosage des moments où elle le laisse parler, où elle accepte même d'être interrompue, et les moments où elle sait exactement quand il faut attaquer, il y a eu plusieurs extraits, il y en a un qui est absolument prodigieux, c'est le moment où Trump dit en gros, je suis le président idéal, je suis formidable. Elle le regarde, il y a un moment de silence et elle fait waouh. Et c'est à ce moment-là, la salle explose de rire et je crois les téléspectateurs aussi. Donc, comment ça se prépare? Oui, évidemment, il y a des réparties qui sont prévues. Si vous voulez, un bon candidat, un bon débatteur, c'est quelqu'un qui va avoir intégré à 80% des réparties préparées, des moments ou des attaques préparées, mais il s'en sortira jamais s'il n'a pas les 20% de génie de la répartie au moment où... Parce que tout ne peut pas être prévu. Et ce qui est magique, plus que la répartie préparée, c'est le moment où, spontanément, ça vient. Vous savez bien, quand vous êtes dans un repas avec des amis, le truc qui est vraiment marrant, c'est le type qui n'a pas prévu, qui n'a pas préparé. Le type qui arrive avec son truc préparé, c'est moins drôle. Elle a réussi à le faire d'ailleurs au moment, Nicolas Boudot, où elle dit, parce qu'il se moque un peu d'elle sur le thème, vous êtes vraiment préparée, et elle dit, vous savez à quoi je me suis préparée? Je me suis préparée à être présidente. Ça, évidemment, c'était pas écrit, et ça, la formule est bonne. Et la formule est excellente, et c'est exactement ce qu'elle avait besoin de montrer, parce qu'en miroir, elle sous-entend que lui n'est pas prêt. Lui s'est préparé à être le candidat des Républicains
plus ou moins. Est-ce qu'il s'est préparé à être président? En creux, elle dit que non. Et en cela, elle réussit. Et en plus, elle met les rieurs de son côté. Toute petite nuance là-dessus, je crois que ça, c'est assez préparé. Parce qu'en réalité, il ne lui fait pas ce reproche dans le débat. C'est elle qui dit « vous me reprochez d'eux ouais. ». Et donc ça, elle l'avait préparé parce qu'effectivement, il avait dit, dans toute la préparation, il avait dit ça. Il a fait 2 fautes d'abord, c'est qu'il avait sorti ses arguments avant, notamment celui-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il est allé attaquer le présentateur de l'émission, dont il a expliqué que c'était un complot parce que le type était démocrate, alors qu'aux États-Unis, on sait sur sa feuille d'impôt à quel parti on donne, et que ça fait 20 ans que le type est républicain. Alors, vous avez parlé du comportement de Donald Trump, du fait qu'il interrompait très souvent la candidate, ça a donné ce genre de séquence. Donald considère que le changement climatique, c'est une invention des Chinois. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai jamais dit ça. Non, je ne dis pas cela. Bon, moi je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps. Vous ignorez les faits. Ce que j'ai dit, c'est que j'espérais que ce serait un bon accord. Lors des négociations dont je ne suis pas responsable, je suis parvenue à la conclusion qu'il ne c'est la faute du président Obama, peut-être ? Madame la secrétaire, c'est la faute du président Obama parce que lui insiste, il va dans ce sens-là. Il existe des vues différentes quant à ce qui est bon pour le pays, l'économie et notre leadership mondial. Il n'y a pas de leadership dans ce pays et malheureusement ça commence avec la secrétaire Clinton. 2 minutes sur la même question. Défendre ces augmentations d'impôts sur les riches. Je pense que d'ici la fin de la soirée, on m'accusera de tout ce qui ne va pas. Et pourquoi pas? C'est une bonne stratégie, Anne-Claire Ruel, parce qu'on peut penser d'un côté que ça lui donne la main, le leadership, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est un peu agaçant même à l'écoute. Oui, c'est agaçant, c'est vrai, mais c'est une stratégie de l'exagération et c'est totalement Trump. Il essaie de déstabiliser Hillary Clinton. Elle, son objectif, c'était quand même de se montrer souriante et humaine. C'est ce qui lui manquait en termes d'incarnation. Elle a complètement réussi parce qu'elle a souri justement et avec son waouh, elle a emporté un peu l'affection du public. Et puis Trump, il fait du catch. Il est là, c'est comme les punchlines, ils se répondent. C'est au sens de Roland Barthes, la sémiotique du catch. Donc c'est vraiment ça, quoi. Ils sont des opposants. Ce qui lui fait perdre le débat, c'est pas que des questions de forme, quand même. C'est qu'il est en brasse coulée à chaque fois que des questions sont posées sur les dossiers. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait se dire je pourrais dire avec beaucoup de plaisir, en me vantant qu'il n'y a que la com, il n'y a que les formules. Oui. Mais à un moment, il faut du fond, quoi. Il y a un moment donné où quand même on joue l'avenir, les gens qui vous écoutent le savent, et quand vous êtes incapable d'aligner 2 chiffres cohérents l'un avec l'autre, ce qui est le cas de Trump sur la plupart des dossiers, évidemment, vous perdez les débats. Alors, autre grand classique dans ce genre de débat, comment appeler son adversaire, comment l'interpeller? Vous vous souvenez, par exemple, entre Jacques Chirac et François Mitterrand. Jacques Chirac qui dit « Vous n'êtes pas président, je ne suis pas Premier ministre, nous sommes 2 candidats égaux ». Et François Mitterrand qui lui répond « Vous avez raison, monsieur le Premier ministre ». Tout le monde se souvient de ça, pour le rabaisser, évidemment. Dans ce débat-là, Donald Trump a donné du madame l'ex-secrétaire d'État pendant qu'elle l'appelait par son prénom. Donald. En fait, Donald. Madame la secrétaire Clinton. Madame Clinton. C'est pour le rabaisser qu'elle l'appelle Donald, Nicolas Boudou? Oui, elle lui parle comme un enfant, comme un adolescent, en le tensant, et puis ça crée une forme de distance, et elle montre qu'elle est supérieure, comme l'a dit Jean-Luc justement, sur les dossiers c'est incontestable, mais aussi par son parcours politique. Elle est légitime parce qu'elle a été secrétaire d'État et femme d'un ex-président, alors que lui, il a été un homme d'affaires. Donc c'est une façon de le distancier. Et lui, il est dans le même rôle en disant Madame l'ex-secrétaire d'État pour, jouer sa carte à fond, c'est-à-dire celle de l'homme neuf, de l'homme nouveau, qui n'appartient pas au sérail de Washington. Donc ils sont chacun dans leur rôle. Il faut ajouter une chose, c'est que, en plus, c'est toujours très difficile pour un homme d'être désagréable avec une femme dans un débat. Impossible. Ça joue quand même, cette donnée-là. Vous voyez ce que je veux dire? La parité, elle existe, mais dans les consciences, il y a quand même l'idée qu'il y a de la courtoisie, qu'il y a des formes, qu'il y a des choses qu'on peut faire un adversaire masculin, qu'on ne peut pas faire un adversaire féminin. Et côté féminin aussi, il y a énormément de travail, parce qu'il faut poser la voix, il faut ne pas se montrer cassante ou un peu maîtresse d'école, donc c'est aussi des Là, c'est la limite avec le Donald. Elle est juste à la frontière, mais ça passe. Elle est à la frontière, mais elle a gardé ce visage dont vous nous parliez, ce visage souriant, frisant parfois l'hilarité, même c'était assez étonnant. En tout cas, elle était visiblement ravie, surtout à la fin. Vraiment, elle souriait à s'en décrocher les gencives, Hillary Clinton. Et c'est vrai que
à la fin, tout le monde s'est dit, en tout cas ici en France, vous l'avez redit il y a quelques instants, Jean-Luc Manot, qu'elle avait gagné ce débat. Tout le monde a dit Clinton 1, Trump 0. Et quand on regarde le ressenti des Américains, ça n'est pas forcément si évident. De nombreux médias ont fait des premières consultations et ils ont donné, figurez-vous, Trump gagnant. Donald Trump, d'ailleurs, a allègrement relayé les résultats de ces consultations sur son site et sur Twitter. Ici pour CNBC, on n'a pas été, Jean-Luc Manot, quand même un peu à côté de la plaque en France. On n'a pas eu peut-être une pensée magique parce que les médias français souhaitent tellement la défaite de Donald Trump. Oui, alors ça joue, bien sûr. C'est-à-dire que dans la première analyse des journalistes, comme des observateurs français, il y a évidemment le fait qu'il faudrait vraiment que Trump le gagne de beaucoup pour qu'on se dise il a gagné. Parce que c'est vrai que quand on voit le personnage, quand on voit les idées qu'il développe, c'est évidemment difficile, mais il faut attendre aux États-Unis de regarder les sondages quand même. On va voir comment les choses vont bouger. Et puis en plus, ça ne veut pas dire grand-chose qui a gagné le débat, puisqu'aux États-Unis, ce qui est important, c'est de savoir qui l'a gagné dans l'Ohio, qui l'a gagné en Floride, qui l'a gagné dans les swing states. Et ça dépend. Il y a des populations spécifiques là qui peuvent basculer ou pas. Donc il faut une analyse plus fine pour savoir qui a gagné le débat. Allez, on reste aux États-Unis pour la personnalité de la semaine. On reste aux États-Unis parce que c'est un Américain, l'une de ces figures qui fait souvent penser à, vous savez, aux méchants dans James Bond, un milliardaire excentrique, mégalo, qui rêve de conquérir Mars. Il s'appelle Elon Musk et il a fait son show cette semaine. Je crois que, comme nous avons montré que ce rêve peut être réel, qu'il peut être vraiment accompli, je crois que le soutien que l'on va recevoir va faire boule de neige au fil du temps. C'est la principale raison qui m'a poussé à investir personnellement dans ce projet. Je n'ai pas de motivation d'enrichissement personnel. Je veux seulement apporter la plus grande contribution possible à ce projet de rendre la vie possible sur plusieurs planètes. Pas de motivation d'argent, c'est quoi exactement la motivation? C'est une posture, Nicolas Boudou, un peu messianique ou bien c'est de la com? Non, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vers l'infini et au-delà. Lui, il veut se présenter comme le chef d'entreprise qui n'a absolument aucune limite technique et aucune limite rationnelle, ni aucune limite humaine. Ni financière. Ni financière. Et les dirigeants de Google sont un peu sur le même créneau pour le transhumanisme. Lui, il considère qu'il va remplir les vieux rêves des humains et aller s'installer sur Mars. Mais vous l'avez dit vous-même, la limite intellectuelle, c'est que ça nous fait penser tout de suite à Moonraker, le méchant de James Bond, qui avait créé une station spatiale en orbite pour Christopher Walken qui jouait, je crois, dans Moonraker. Non, pas du tout, c'est Michael Lonsdale. Ah, pardon, c'est vrai. Un Français. Ouais, c'était dans un autre. Il ratait ce James Bond d'ailleurs. Mais peu importe, en tout cas, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Et en cela, il se place sur un terrain, sur le terrain du rêve. Il montre qu'il n'a pas de limite. C'est plutôt bien joué en com. Maintenant, il faut qu'il montre que c'est possible. Et c'est là où, à mon avis, ça va vite trouver sa limite. C'est assez habituel, Anne-Claire Ruel, ce genre de figure. Il y a aussi Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, qui rêve de conquête spatiale. Et puis dans le passé, il y en a d'autres. Richard Branson. Ils deviennent finalement les premiers VRP des entreprises qui lancent. Il y a aussi cette dimension-là. Oui, complètement. J'ai l'impression que si on n'a pas sauvé l'humanité ou essayé de sauver l'humanité à 50 ans, on a un peu raté sa vie quand on est milliardaire américain. Oui. C'est vraiment une posture. C'est aussi synonyme de notre ère en ce moment. On entre dans l'ère du techno-pouvoir quand même. C'est l'innovation à marche forcée un petit peu. Et c'est ça, les entreprises se convertissent un peu en partie. Maintenant, on voit que les Apple discutent même des règles économiques de l'Europe. Enfin voilà, c'est aussi une nouvelle ère. Non, il y a l'ère de l'ultra-personnalisation. Ils se mettent en avant personnellement. Elon Musk, il parle pratiquement jamais, comme Jeff Bezos. Mais là, ils prennent la place. On l'a vu sur la scène tout seul. Oui, évidemment que c'est de la com. Évidemment qu'il y a une forme de mégalomanie. En tout cas, qu'il peut y avoir l'accusation sur la mégalomanie. Mais il y a tellement de gens formidablement riches, de milliardaires, qui ne font rien avec leur argent. Et ça, c'est complètement vrai. Celui-là fait rêver. Mais c'est pas une critique. Non, mais cela faut rêver. Ce que je veux dire, c'est que c'était un petit désaccord avec ce que disait Nicolas tout à l'heure. C'est l'idée, il va falloir maintenant démontrer que c'est possible. L'utopie
il y a une phase d'abord qui est l'utopie. C'est utile l'utopie dans la vie de l'humanité, dans la vie des peuples. Et si ce type-là, finalement, avec son argent, il peut faire rêver sur un projet utopique qui n'est pas que de l'accumulation, mais qui est aussi du rêve, écoutez, moi je suis assez prêt à marcher dans ce truc. On va finir par du rêve que nous vend Jean-Luc Manot dans Comme toujours. Merci beaucoup à tous les trois. On se retrouve la semaine prochaine. On passe maintenant à l'actu du grand soir politique. Justine Corbillon, avec la vidéo dont vous parliez il y a quelques instants. Bonsoir.